Salut les amigos, c'est Renardo pour 8 milliards d'êtres humains et aujourd'hui on va écouter Patrick qui va nous raconter une petite histoire. Bonjour, bonjour. Donc, je l'ai déjà dit, mais je m'appelle Patrick. J'ai maintenant 63 ans et bien révolu. J'ai démarré ma vie en région parisienne. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye. Mais malheureusement, mes parents n'étaient pas de Saint-Germain-en-Laye. Ils habitaient un village tout petit, tout paumé à l'époque. Et ma maman a accouché de moi, semble-t-il, tout à fait par hasard à Saint-Germain-en-Laye. Parce qu'en fait, elle devait accoucher à côté, à Poissy, mais il semble que l'hôpital n'a pas pu l'accueillir à l'époque. Du coup, elle a dû aller à pied à Saint-Germain-en-Laye. Elle perdait les os en marchant. Donc j'avais vraiment envie de venir, je pense. Et le hasard a voulu que notre petit-fils naisse aussi à Poissy, 60 ans exactement après moi. Enfin, presque au jour, pas au jour près, mais pour l'année, quoi. Et ça m'a fait du bien d'apprendre ça. Bon, bref, voilà. Donc je suis né là-bas. Après, donc nous sommes partis. J'étais tout petit en Bretagne. En fait, mon enfance, ça a été la Bretagne. C'était la Cambrousse ou les petites villes. À l'époque, Rennes. J'ai un peu vécu à Rennes. J'ai vécu à Nantes, qui est quand même la Bretagne, quoi qu'on en dise. J'ai vécu à Lorient, si c'est pas la Bretagne, il faudra qu'on me le dise. Enfin, j'ai vécu un peu partout en Bretagne. Mes parents bougeaient énormément. Et donc, étaient, pour dire les choses comme elles étaient, assez instables. Instables pour des raisons professionnelles, parce que mes parents n'ont pas été forcément aidés dans la vie pour se débrouiller. Ils ont bossé comme des tordus. Mon papa en est mort assez jeune. Donc, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai vécu en Bretagne. Suite à ça, de multiples pérégrinations professionnelles. Donc nous avons déménagé en Seine-Saint-Denis. Et là, ça a été, j'avais 10 ans, donc là, je suis tombé du pactage, en gros. La vie dans mon petit village de Melès à Côte d'Adrenne à l'époque, elle a changé du jour au lendemain. Je me suis retrouvé dans une ville de Seine-Saint-Denis, enfin plusieurs en l'occurrence, euh, où bah, il fallait pas laisser son vélo dehors, par exemple. Et il n'a pas fait une nuit mon vélo que j'ai laissé dehors à l'époque. Donc là, j'ai appris très vite ce que c'était la Seine-Saint-Denis. Même si avant, bon, j'étais pas spécialement timoré, mais là, c'était voilà, un peu compliqué. Voilà, bon, après, bah, j'ai mené ma vie, j'ai rencontré madame, j'ai fait ce qu'on appelait la route. Je suis parti à l'âge de 15 ans chez mes parents, en gros, parti en stop. En gros, comme beaucoup de jeunes faisaient à l'époque. Et puis là, j'ai fait des tas de petits boulots. J'ai été dans le désordre, j'ai été berger, j'ai élevé des chèvres dans le Tarn. J'ai travaillé en Angleterre dans les champs de houblon et dans les vergers où il y avait des pommes. J'ai beaucoup travaillé dans le houblon et j'ai beaucoup appris à boire ce qu'on faisait avec le houblon à l'époque. Et voilà, bon, c'était un bon début dans la vie, mais c'était des belles années. Puis j'ai fait des tas de petits boulots comme ça. J'ai travaillé dans le bâtiment avec mon papa, sans mon papa, avec mon frère, sans mon frère, un peu de tout. Et puis de fil en aiguille, je suis devenu, ben, on va dire, éducateur, pour faire simple. Ce qui était quelque part un petit peu un, comment dire, je ne sais pas comment expliquer ça. Il fallait que je fasse ce boulot-là pendant une petite dizaine d'années. C'était une façon de combattre mes propres démons, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, puisque bon, le milieu dans lequel j'ai évolué en Seine-Saint-Denis, quand j'étais ado, si j'en suis parti aussi pour vivre ma vie ailleurs, c'était pas pour rien, quoi. J'étais pas mal dans les histoires de trafic de drogue, des mecs qui se réglaient les comptes à coups de machette, des trucs comme ça. Puis bon, j'ai un peu abusé de ces substances aussi à l'époque. Je suis jamais tombé dans les pires travers à ce niveau-là, mais bon, c'était pas terrible. J'ai fait une tentative de suicide à l'âge de 15 ans.
C'est aussi ce qui m'a fait, fait faire une croix sur la scolarité et tout ça. Je suis resté quelques jours dans le coma. J'en suis sorti. J'ai jamais compris pourquoi j'ai fait ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Va savoir. En tout cas, je pense qu'il y avait sûrement un motif, lequel on le saura peut-être un jour. Bon. Et tout ça, ben, ça m'a fait prendre plusieurs trajectoires. Enfin, il y a eu plusieurs étapes dans ma trajectoire. Mais bon, normalement, je dois raconter une histoire. Alors, mon histoire, donc j'ai dit que la vie, elle était rose par moments, comme tout le monde, et des fois, elle était plutôt grise. Et en fait, je parlais des déplacements de mes parents, et des déplacements intempestifs, et des déménagements multiples que nous avons pu faire. Et puis avec nous, enfin notre Mhm. famille, c'est-à-dire nous quatre, toi, ton frère, ta maman et moi, on a déjà beaucoup déménagé. En fait, je ne sais même plus faire le calcul du nombre de fois où j'ai déménagé depuis que je suis né. Entre 30 et 40 fois. Et sans compter les intermèdes où tu passes 2 mois chez un tonton, un mois chez une tata parce qu'il n'y a pas la maison. Enfin bref. Donc c'était assez compliqué. Cela dit, dans mes premières années, ça ne me dérangeait pas plus que ça. J'étais plutôt un gamin gai, insouciant. Je me revois vraiment mon enfance, même si elle n'était pas, on vivait pas dans l'opulence. J'en ai que des souvenirs lumineux, je dois dire, jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Et après le dernier gros déménagement, donc c'était pour aller habiter à Melès, un village à côté de Rennes, en Bretagne. C'était la première fois où j'ai rencontré des difficultés pour changer encore de lieu d'habitat. Mais bon, je m'y suis fait. Et peu de temps après, peut-être un an et demi après, il y a des choses qui sont produites dans mon entourage familial, c'est-à-dire mes parents ont vécu des galères dont je n'avais pas conscience à l'époque, j'étais trop gamin pour le savoir. Et a posteriori, avec le recul, donc je me rends compte que j'ai le mal-être que j'ai pu ressentir à cette époque c'est traduit par des choses, comment dire, des trucs, des petites maladies, quelque chose, enfin, des troubles psychosomatiques, on va dire. Voilà, j'ai par exemple fait un angiome à la tête, c'est-à-dire qu'en fait j'avais une forme d'irritation très 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 poussée de la peau sur un côté du crâne. J'ai été obligé d'être bandé pendant au moins un mois avec des pommades, des machins, des trucs comme ça. Après, nous sommes partis à Paris. Là, j'ai fait un névus, donc c'était des taches sur la poitrine. Donc bon, c'était des choses insignifiantes, mais je sais que j'ai quand même été consulté, enfin ma maman m'a emmené consulter à l'hôpital Necker, l'hôpital qu'on appelait l'hôpital des enfants malades à l'époque, parce que ça commençait à être inquiétant. Et puis là, j'ai commencé aussi vraiment, moi qui étais plutôt un petit gamin, tout maigrichon, mais toujours, enfin maigrichon, tout sec, toujours en train de sautiller partout, le premier debout, bon, le premier couché aussi, mais toujours en train de faire des cabrioles et tout. Et là, en fait, j'ai commencé à m'éteindre, en fait. Et j'ai fait le yo-yo au niveau du poids. J'ai beaucoup grossi dans ces années-là, de la préadolescence. C'était aussi parce que je me suis retrouvé donc enfermé, par exemple, littéralement enfermé, hein, pendant, pendant, je pense, 2 ou 3 mois. Je me rappelle pas exactement. Une période où je suis pas allé à l'école parce qu'il n'y avait pas d'école qui m'acceptait. Donc je suis parti, j'étais en CM2, j'ai fait en Bretagne, j'ai fait peut-être un petit mois, je ne sais plus exactement. J'étais pas, j'étais pas miraculeux comme élève, mais j'étais pas non plus une brêle, quoi. J'étais un peu feignant, on va dire. Et si je me donnais la peine de bosser, j'avais des très bons résultats. Simplement, j'aimais pas travailler. Bon. Mais là, donc, j'ai fait un mois en CM2. On est parti et pas d'école pendant, je pense, 3 mois. Enfermé dans un appartement rue Curial, dans le 19e arrondissement de Paris. Je crois que ça s'appelle les Orgues de Flandre en Corse, ces grandes tours là, mais je sais plus, je pense qu'on était au sixième étage, peut-être sur des tours de 18, il me semble, je me rappelle plus. Je passais ma journée dans l'appartement, pas d'école. De temps en temps, on sortait pour aller faire des courses, mes parents étaient trop occupés.
Mon papa travaillait, ma maman était en recherche d'emploi, de trouver des solutions par ailleurs. Mon oncle et ma tante nous accueillaient. Bon, c'était sympa, mais bon, c'était pas terrible, terrible, quoi. Et là, je bougeais pas. Je regardais par la fenêtre les trains qui passaient, qui allaient à la gare de l'Est, parce que c'était pas loin, à la gare de l'Est. Et là, tu avais des trains. Je comptais le nombre de wagons. Je passais mon temps à ça. Et je regardais aussi les citernes de gaz. À l'époque, c'était comme des gros ballons qui se remplissaient de gaz, qui se gonflaient, qui partaient tout gonflés le matin, qui étaient tout dégonflés le soir. C'était le long de la voie ferrée. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionnait ces trucs, mais je sais que je passais mon temps à ça. Et puis après, j'ai repris l'école après les vacances de Noël, je pense, je ne sais plus exactement. Donc la scolarité était quand même très compliquée, quoi. J'ai souvent un peu somatisé avec toutes ces péripéties. Je suis pas en train de pleurer hein, sur mon sort, mais voilà pour dire que c'était des choses pas toujours faciles. Mais donc, fort heureusement, j'ai fait des belles rencontres par ailleurs, notamment avec ta maman. C'était la plus belle quand même. Et puis après avec vous, toi et ton frère. Ouais. C'était une rencontre un peu provoquée, on va dire, avec ma belle-fille, d'origine mongole. Et pour moi, c'est vachement important parce que maintenant, on a un petit-fils qui est franco-mongol. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui me réjouit. C'est une belle rencontre aussi. Voilà, voilà, très belle rencontre. Et puis ma belle famille aussi, que j'ai fini par adopter, il y a des membres de cette famille avec qui je suis très très lié. Et puis il y a aussi des gens qui sont partis. Mon frère qui est parti beaucoup trop tôt, mon papa encore beaucoup plus tôt, ma maman plus récemment, mais bon, c'était dans l'ordre des choses. Mais bon, malgré tout, tout ça, ça marque aussi des décès, on va dire. Mais comme il y avait toujours cette chose-là, c'est-à-dire ces belles rencontres, et les rencontres que tu peux faire par ailleurs qui t'amènent à faire quelque chose, à savoir tout ce qui était lié à la grimpe, à l'escalade, et puis à l'activité au plein air, et puis tout simplement à la joie de vivre des moments insouciants dehors avec tes potes, des fois un peu trop avec les potes aussi, parce que des fois, après des bonnes séances d'escalade, on avait une tendance à l'époque à pas faire attention au régime, donc on bouffait, on picolait, on fumait des clopes. À l'époque, sur les grandes voies, on s'arrêtait au relais pour fumer deux, trois clopes. C'était bien, c'était comme ça. Bon, il y en a peut-être qui font ça encore, hein, sûrement. Mais là, on se posait pas trop de questions, en fait, à l'époque. Et ça, c'était quand même des beaux moments. Et que je regrette pas. Oui, je regrette le fait de ne plus les vivre, mais je regrette de les avoir vécus. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que maintenant, on est là où nous sommes. Donc plus du tout dans un trip escalade dans les Hautes-Alpes ou à Fontainebleau, on est en Normandie. Et en fait, pour moi, la vie, elle continue de se réaliser là, puisque en fait, on a trouvé notre petit coin à nous, dans un patelin qui s'appelle l'Aigle. Et on fait du potager. On a un potager, on va à la salle de fitness, et là, je me suis mis au fitness. J'avais un peu commencé, j'avais fait un peu des expériences comme ça dans le temps de muscu quand j'étais jeune. J'avais levé des haltères, je me suis démonté de partout, mais à l'époque, bon, je faisais n'importe quoi. Mais là, j'ai mon fils Théo donc, qui m'a bien coaché, et je commence à faire des exploits, mais à faire des trucs bien. J'adore le deadlift, donc le lever de terre, j'adore ça. Bon, des fois, je suis un peu fatigué hein, quand j'en fais. Je fais du développé couché, j'aime beaucoup aussi. Il faut que j'apprenne tout ça, que j'apprenne, parce qu'en plus, j'ai eu aussi un truc qui m'est arrivé l'année dernière, à savoir la maladie de Lyme, qui m'a quand même un peu laissé bien essoré, hein. Beaucoup de gens le savent aujourd'hui, mais ça vaut le coup de le rappeler quand même. C'est une maladie qui est transmise en général. La borréliose de Lyme, c'est transmis par la tique. Donc, je ne sais pas si c'est un insecte ou un acarien, enfin bref, vous savez ce que c'est des tiques. Donc, une piqûre de tique. Et en fait, elle peut avoir des conséquences, cette maladie. Bon, c'est pas à 100% parce que vous faites piquer par une tique que vous allez choper la maladie de Lyme. Par contre, quand vous la chopez, c'est pas top, hein. Ça peut se traduire par, pour moi, dans mon cas, c'était par une arthrite terrifiante, quoi, à savoir que j'étais quasiment paralysé des mains. Je dis paralysé parce qu'en fait, je ne pouvais plus bouger. J'avais les mains complètement enflammées. Alors moi qui suis un peu guitariste, qui grimpais,
plus de doigts, plus de poignets, plus rien, plus une capsulite géante au niveau de l'épaule, donc j'ai perdu, déjà j'avais pas beaucoup de mobilité à ce niveau-là, donc là ça a été quand même bien costaud. Et puis il peut y avoir d'autres manifestations beaucoup plus graves, des manifestations neurologiques, ça peut être d'ordre cardiaque aussi, enfin bref, c'est une grosse cochonnerie. Donc faites très attention à ça, protégez-vous euh, par rapport aux tiques. Quand vous allez dans les bois ou dans les hautes herbes et tout, il faut faire super attention à ça, hein. Et donc ça a été quand même compliqué en plus à vivre parce que, comme je l'ai expliqué, mon frère est décédé il y a un certain nombre, il y a 8 ans déjà, mon grand frère, avec qui j'espérais on pourrait faire de la randonnée, tout ça, j'avais toujours ça en tête, parce que Dan aimait beaucoup marcher. Donc il est décédé il y a 8 ans, et en fait il est tombé malade, et d'après ce qu'on a pu savoir, donc ils ont détecté qu'il était, les services de l'hôpital Bichat ont détecté, enfin je ne sais plus si c'était Bichat, ont détecté qu'il était positif à la maladie de Lyme. Mais après les causes exactes de son décès, même si on met un petit peu ça sur ce compte-là, on n'en est pas certain. En fait, personne n'a pu ou voulu nous expliquer réellement. Bon, ce qui peut se comprendre, hein. En fait, il est mort. C'était horrible. Bon, je veux pas. Il avait 60 ans. Il avait 60 ans. Il avait 60 ans. C'était une autre épreuve. Il y en a eu beaucoup comme ça, comme beaucoup de gens. Josiane donc, parlait de sa sœur qui a fait une tentative de suicide il y a bientôt 40 ans. C'était un moment très difficile pour elle, mais pour moi aussi, hein, de ne pas référendum. Parce que là, c'était costaud, hein. Donc sa sœur ne s'en est pas remise complètement, hein. Même pas du tout, on va dire. Et puis ils ont parlé des décès à droite, à gauche. Enfin voilà. Donc la maladie de Lyme, c'est ça. Et j'ai eu la chance, encore une fois, puisque à chaque fois qu'on a une merdouille, et ben quand elle se rejoue, c'est qu'on a la chance de faire soit une belle rencontre ou d'avoir de belles opportunités, ou c'est pas juste quelque chose comme ça. J'ai un de mes beaux-frères, donc un frère de Josiane, qui est médecin, mais un médecin à l'ancienne, médecin de campagne en Bourgogne, qui s'est toujours hyper investi, trop investi même dans son boulot. Son épouse pourrait en parler. Quelqu'un qui travaillait comme un tordu, qui était mais vraiment passionné par ce qu'il faisait, et tellement passionné que maintenant, même à la retraite, il continue de pratiquer en s'investissant à titre personnel dans des associations et tout ça, quoi. Il a fait une formation d'homéopathe, de phytothérapeute, de médecin interdit. Enfin bref, quelqu'un de très averti, quoi. Pierre a pensé tout de suite à me faire des examens, enfin un bilan sanguin incluant donc les tests propres à la détection de la maladie de Lyme. Donc les deux tests, test ELISA et test comment ça s'appelle l'autre, le Western Blot, un truc, je ne sais plus, enfin bref. Et ben, j'ai été détecté sur les deux tests. Et du coup, dès qu'on a su que j'avais ça, il m'a fait prendre une cure d'antibiotiques terrifiante pendant à peu près 2 mois. Alors, inutile de dire que ce n'est pas très agréable, surtout en fin de parcours, mais ça m'a guéri. Ça m'a guéri. Bon, j'ai quelques traces, mais franchement, par rapport à beaucoup de personnes, j'ai Ça a bien de la été pris à chance. temps. Voilà, ça a été pris à temps. J'ai vraiment de la chance, quoi. Voilà, bah du coup, je suis content d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Je suis content d'être là. Bah, c'est chouette. Voilà. C'est une belle conclusion. Merci. Est-ce que tu veux faire passer un petit message ou dire un petit mot, peu importe. Un mot de la fin, quoi. Le mot de la fin. Mm. Même Le si mot, c'était une belle conclusion d'être content d'être là. le mot de la fin, c'est que je souhaite à tout le monde de pouvoir en dire autant. Voilà. C'est, je le souhaite vraiment. Ouais. Même à ceux que je n'aime pas ou que je pourrais ne pas aimer. C'est pas grave. Si tout le monde pouvait se réaliser d'une façon ou d'une autre, le monde serait peut-être moins merdique des Je peux fois. dire quelque Voilà. chose. Oui, tu peux dire quelque chose. Comme tu parles de ceux qui sont partis, malheureusement, on a trop de pudeur. Et je crois qu'on ne dit pas assez aux gens, tant qu'ils sont là, qu'on les aime. Absolument. Et les regrets, ils sont là quand les gens sont partis. On se Voilà. dit, mince, j'aurais dû leur parler avant. Donc on s'est même dit qu'un jour, on se ferait un petit hôtel des ancêtres.
On l'a toujours pas fait. qui est dans la culture asiatique. Et parce que c'est important de penser à ceux qui nous ont quittés, de se recueillir et de penser à nos racines, à nos ancêtres. D'être un petit peu, de communiquer encore avec eux. Tu vois. Mm. Moi, alors, ce que ta mère vient de dire, c'est vrai, c'est complètement vrai. Et moi, je l'ai vraiment vécu au moment de la mort de mon père, qui était quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Mais tu te rends pas compte Mm. quand ça t'arrive, parce que ton père, enfin, tout Ouais. pour toi, c'est pareil. Tu es attaché, il t'énerve, il te fait chier, surtout quand t'es un garçon, tu vois. Bah, t'avais Il- quel âge en plus? Hein? Enfin, c'était. Bon, j'étais pas, Oui, j'avais oui. 30 ans. Oui, t'avais 30 ans. J'avais 30 ans, il est mort à 64 ans, mais en plus c'est quelqu'un c'était quelqu'un qui était très très présent dans son Mm. entourage immédiat, familial ou voire plus large. C'était mon papa, c'était quand même un monsieur quoi, on va dire bon comme beaucoup de papas, Mm. j'imagine, mais bon il avait vécu une vie. Ma maman aussi, c'était une grande dame, Mm. mais voilà. Mon papa, quand même, il a eu un parcours pas facile, quoi. Né en 1926, il a donc dans une fratrie de je ne sais combien de frères et de sœurs et de demi-frères et demi-sœurs, dont certains que j'ai connus assez bien, des gens bien, mais bon, milieu d'extraction vraiment très populaire, on Mm. va dire. Et puis, lui, il s'est retrouvé très tôt garçon de ferme. Il avait fait 3 ans d'école, mon père, tu vois. Ouais. 3 ans d'école? Ouais, 3 ans d'école. Il a appris à lire et à écrire et à compter. Genre, il a fait Il n'avait fait que 3 ans d'école, c'est tout. des 3 ans d'école primaire? 3 ans Voilà, d'école 3 ans primaire? de primaire, Ouais, quoi, ouais. pour apprendre à lire, écrire, compter, je te dirais. Et puis en fait, après, il a fait, bon, je ne vais pas refaire Mm. l'article, parce qu'on ne va pas parler de mon père, mais la résistance, il est parti en Indochine, dans Ouais. des circonstances un peu... Il a fait ce qu'on appelait aussi la... Comment il s'appelait ça? Enfin bref, le salaire de la peur, pour ceux Mm. qui connaissent. Il conduisait des camions dans le Sahara. Bref, il a fait un peu tout, puis après, il a connu ma maman. C'était un gars qui avait vraiment, vraiment roulé sa bosse, qui avait Mm. vraiment... qui s'était battu dans la vie, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui était un peu bagarreur sur les bords. Et puis c'était quelqu'un qui comptait énormément. Puis quand il est parti, bah déjà je m'y attendais pas. Mais il avait J'ai le rien goût compris. de la connaissance. Ouais. C'est quelqu'un, c'était un véritable Il lisait autodidacte. beaucoup, Ouais, ouais, ouais. il essayait d'apprendre tout le temps, quoi. Mon papa, donc tu es un des héritiers, a fait du mano-mano à mano étant jeune, Mm. était en fait très 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 sportif entre Mm. guillemets. Pour te dire, même 2 ans avant sa mort, il était venu nous rejoindre quand on était dans les Alpes là. Et en fait, il venait de se faire opérer et tout. Et en fait, il a voulu faire de l'escalade avec moi. Donc, Ah ouais. ouais. Et ma mère, il était comme un fou, tu te rappelles, Jo, il était vraiment comme un fou, quoi. Il se baladait sur le bas des voies. Il était, ah ouais, je vais essayer ça, je vais essayer Ouais. ça. Et il sortait d'une opération très, très. Il est mort, un cancer, enfin, ça Mm. commençait par la prostate, puis après le reste, quoi. Et ma mère a crié attention, attention, tu vas avoir une éventration et tout ça. Mais lui, ça lui seul bottait d'être là, de voir Ouais. ce que ses enfants faisaient, tout ça. On se dit Il aussi était qu'il y a des genres de cercles dans la vie, il y a des retours. des cycles tantriques, je crois que ça Parce s'appelle. que, Ouais, bon, donc le père de Pat a fait la guerre au Vietnam, ouais. dans l'armée française. Moi, donc, je suis j'ai du sang vietnamien et indien. Donc, voilà, ça. Quand, quand le père de Pat m'a vu, ben, il avait un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Il était tout content de Mais me je pense voir. que c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Tu vois. Mm. Et par ailleurs, je parlais de mon année à Marseille qui était très dure. Ben, j'ai travaillé près de la gare Saint-Charles, vers la rue des Petites Maries. Et en fait, la mère de Pat, quand elle est arrivée d'Oran, Parce que ma maman était pied noir. elle est arrivée rue des Petites Maries à Marseille. Là où elle vivait dans le quartier où ta mère avait l'école à Marseille. Ouais. Mon père est parti de Marseille pour aller en Indochine. Ouais. Tes grands-parents, donc les parents de ta mère, sont arrivés à Marseille. Ouais. Marseille, c'est un peu le nœud. On a vécu dans les environs. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Et là où Pat a arrêté le lycée, en seconde, Ben Ben a a fini terminé. son année de terminale dans ce lycée. Ouais. Il a quitté le sud de la France et il a fini son année en terminale Quelque part, en Seine-Saint-Denis. il a clôturé le cycle. Mm. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, où on parlait du bac et tout ça, tu vois. Et pour finir, ouais, l'histoire
par rapport encore à je crois qu'on appelle ça des cycles ou des cercles tantriques. Je me dis peut-être une énorme bêtise, mais donc ça tu le sais, mais il y a une petite anecdote dans l'histoire, c'est que mon père passait donc en Indochine, il passait sur un pont à Hanoï, je crois que c'était Ouais. le pont Paul Doumer ou un truc comme ça. Paul Doumer, c'est ça? Ouais, je crois. Et en fait, Ben, surveiller le dans pont. dans les mêmes périodes, peut-être pas exactement au même moment, mais donc ta grand-mère, mais la mère de ta mère, qui était donc vietnamienne, Elle passait sous le pont. elle passait sous le pont pour aider un petit peu Elle était dans le maquis. Elle était dans le maquis Vietnamien. vietnamien. Ouais. Donc ils ont failli se connaître, mais pas dans les bonnes circonstances, Ouais, quoi, ouais. tu vois, c'était marrant. Mais d'ailleurs, ils se sont connus. Ils ont parlé en Ouais, ils en riant. parlaient, en Ouais. rigolant. Mais mon père, en plus, était parti là-bas, dans des circonstances un peu particulières, parce qu'en fait, au sortir de la résistance, comme beaucoup de jeunes qui étaient désœuvrés, il a fait des conneries. Je vais raconter. Donc il s'est fait attraper, et puis on lui a dit, bah, soit tu fais 10 ans de tôle, soit tu pars au Japon. Ouais. En l'occurrence, il est parti au Japon, parce qu'il j'ai dit, bah, je préfère partir. Hein. Ouais. Puis, sauf qu'en route, il était dans le premier corps expéditionnaire. Le bateau a été dérouté, puisque la bombe est tombée à Hiroshima. Du coup, ils sont allés en Indochine. Ok. Voilà, bon, c'était une fin longue. Hein. C'était intéressant. Puis peut-être que dans un prochain podcast, on pourra plus parler des histoires des grands-parents, justement. Ouais, ça serait bien. Et puis j'espère pouvoir faire un podcast avec ma grand-mère, Migette, du coup. Ça serait bien. Ça serait bien parce que Donc Ouais. elle a sa Voilà. tête, ouais. voilà, qui a pas loin de 100 ans. Mm. Voilà. Grande dame, toute petite, mais une grande dame. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci pour ce podcast. De rien. De rien, de rien. Et bah, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez participer à un prochain podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Voilà, je vous remercie. À très bientôt les amigos. C'était Renardo pour 8 milliards d'êtres humains.